Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est dans la presse, l'actualité des médias, le magazine de l'actualité des médias. Ce soir, un plateau chargé comme d'habitude. On reçoit Berger de Saint-Jacob. Bonsoir Berger. Bonsoir Danick. Oui, voilà, Radia. Pierre-Édouard Picor, directeur du Courrier de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Ozan Monza, notre invité. Candide, oui. L'auteur de ça, tout le monde connaît, mais aussi c'est un géopoliticien, on parlera un petit peu de géopolitique. Et bien sûr, on aura notre revue de la presse habituelle avec Nelly dans un instant. Alors, ce soir, on va parler de médias, puisqu'il y a un nouveau journal qui est sorti, enfin, c'est Jaroué, mais enfin, Mimi. C'est le Courrier de la Guadeloupe, Pierre-Édouard Picor va nous expliquer tout à l'heure. Courrier de Guadeloupe. De Guadeloupe, pas de la Guadeloupe, de Guadeloupe, bien. Le CDJ, comme Charles de Gaulle. Bon, alors, il va nous parler de ça. Et avec Berger, on va discuter un petit peu de la presse, parce que la presse est dans l'actualité aujourd'hui. France Antilles est en train d'être vendue, visiblement. Ouais, GTV est en difficulté en Guadeloupe. C'est un bouillonnement dans la presse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On peut parler, Berger, puisque vous êtes observatrice économique de la vie de ce pays, donc de la vie économique, et la presse, c'est un vecteur économique important. Est-ce que c'est surprenant ce qui se passe aujourd'hui autour de France Antilles, par exemple? C'est un peu normal, hein, puisque de toute façon, souvent on parle d'économie, ce sont souvent des raisons économiques qui dominent ces trusts de médias. Tapi n'avait pas encore son lobby médiatique, voilà, bah maintenant il l'aura. Il n'avait aucun organe de presse. Je pense qu'il jalousait déjà cela depuis un bon moment. Et il a cette opportunité, il l'a saisie. Reste à savoir si les journalistes des différents organes de presse apprécient, ça c'est autre chose. Si vous étiez à France Antilles, vous devez trembler, Pierre-Édouard Picor, savoir que Tapi arrive? Bon, d'abord, je ne suis pas sûr. Rien n'est fait. Rien n'est encore fait. Rien n'est fait. On a 50 millions d'euros quand même, ça pèse. Pas tant que ça. Je vais vous dire pourquoi. La dette est de plus de 215 millions. 210, exactement. 210 millions d'euros. Oui. Ce qui est beaucoup. Donc 50 millions, ça fait pas non, mais il a dit qu'ils étaient prêts à en mettre encore 50. Non, mais ça dépend. Pour l'instant, ce sont les banques, les 17 banques créancières qui vont décider. Et si les banques ont plus d'intérêt, c'est-à-dire que s'ils sont renfloués beaucoup plus en continuant à vendre le groupe France Antilles en pièces détachées, ils continueront. C'est sur le pôle, hein, c'est sur le pôle sud. Bon, et pour l'instant, il y a beaucoup de repreneurs qui se sont positionnés pour des pans. Par exemple, le pan, d'ailleurs, qui est presque déjà, c'est déjà presque fait, hein, Picardie, l'Union de... Non, c'est l'autre, ça c'est vers le nord. L'Union de Reims, Champagne-Ardenne, enfin toute cette partie-là est pratiquement déjà, disons, achetée par, je crois que c'est un Belge. Wassel. Oui, exactement. Avec des licenciements à la clé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, donc il y a de quoi trembler ici pour le je ne sais pas. Ils ne sont pas si nombreux. Ils sont pas si nombreux. Non. Ouais. On n'en est pas là. Mais l'autre pan du sud, Nice Matin, etc., bon, il y a aussi un repreneur avec Moujotte, oui, Étienne Moujotte. Oui. Et pour la partie Antilles, oui, il y a un ancien directeur régional de France Antilles, dont j'oublie le nom. Qui est Igni. Oui, voilà, un peu italien. Qui était d'ailleurs ici, d'ailleurs. Hein, qui était d'ailleurs ici, et qui est en cheville avec le patron du News Week de Saint-Martin pour cette partie. Ils ont dit d'ailleurs qu'ils ont fait une offre entre 7 et 11 millions d'euros. D'accord. Donc, Tapi, c'est pas complètement. Ouais, mais 11 contre 50 millions, ça pèse pas lourd. Non, mais 50 millions, c'est pour l'ensemble du groupe Danick. Oui. Et là, si 11 les millions sur France Antilles, sur le groupe Pôle Sud. Si les banquiers ont 11 millions là, 20 millions là, 30 millions là, il y aura fait affaire. Ils iront là où ils ont le plus d'argent. Ozan Monza, vous êtes artiste, bien sûr. Vous êtes aussi docteur en géopolitique, mais vous observez votre pays, la Guadeloupe, puisque, comme tous les Guadeloupéens de 40 ans et plus,
vous avez vécu l'époque France-Antilles. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'arrivée de Bernard Tapie, c'est la fin d'une époque pour France-Antilles? Est-ce que vous considérez ça comme ça? Non, moi je dirais que ça s'inscrit dans un processus peut-être de rééquilibrage. N'oublions pas que sous l'ancien gouvernement, il y a quand même un trust qui s'était établi autour du président, des couples Lagardère, les Bolloré, quand même, ça représentait pas moins de 80% quand même de la communication du président du gouvernement. Qu'un gars comme Tapie s'y incruste, naturellement, ce n'est pas pour les beaux yeux de la presse seulement et de la liberté d'expression. Il y a des arrière-pensées. Il y a des arrière-pensées commerciales derrière, mais quelque part... Et politique, et j'allais dire... Parce qu'il est candidat à la mairie de Marseille. Il dit non. Voilà. Donc, il peut ne pas l'être, mais il est quand même resté, je crois, ancré dans une social-démocratie ou une personne qu'on pourrait qualifier plus proche de la gauche. Donc, avec le gouvernement, le nouveau gouvernement socialiste... Mais pourtant, semble-t-il, le gouvernement Hollande ne voit pas ça d'un très bon œil. Ah bon? Oui. Dernière nouvelle, Hollande aurait même essayé de, on dirait ici, coup barré, c'est-à-dire essayer de freiner un petit peu l'appétit de Tapie, particulièrement sous cette région, parce que on est dans une région où France-Antilles s'est installée, domine un petit peu, pas un peu, domine le marché, et doit en sait quelque chose. Non, mais je voulais juste te dire que c'est... Bon, effectivement, il a été ministre sous Mitterrand, mais je pense qu'il a quand même depuis viré sa cutie. C'est quand même Sarkozy qui lui a accordé... Il a fait campagne pour Sarkozy. Oui, en plus, il a demandé les deux campagnes. Il a récupéré ses billes au et il a récupéré pas mal d'argent dans une procédure d'arbitrage particulièrement avantageuse. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit encore à gauche. Donc, c'est... Mais bon. France-Antilles en Guadeloupe, est-ce que vous avez le sentiment que c'est à gauche ou c'est à droite? Parce que là, après, parlons de notre réalité. C'est ça. Après, ça le débat. Hein. On rentre dans la liberté d'expression et surtout les marges de manœuvre que disposent les journalistes de Guadeloupe par rapport aux dictats qu'ils peuvent recevoir. Ça n'entre pas tellement dans le fait marge de manœuvre. Je crois qu'il y a une rédaction qui existait avant, dans les années 80-90. France-Antilles aujourd'hui est quand même beaucoup plus de liberté d'expression. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas... Moi, dès que ce principe-là est garanti... Pour vous, France-Antilles aujourd'hui, c'est un journal installé et idéologiquement neutre, c'est ça? En tout cas, il y a une diversité, il y a une pluralité d'opinions qui est quand même prenante. Pas neutre. Pierre-Edouard? Bon, je crois que France-Antilles a quand même un peu évolué. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille véritablement, enfin moi c'est le journaliste que je suis, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne pense pas qu'il faille véritablement, disons, chercher à savoir si France-Antilles est à droite ou à gauche. Le journal a toujours une couleur quand même. Une couleur, oui, mais parce que France-Antilles a quand même marqué le paysage politique. Oui, mais on peut être à droite ou à gauche et faire son métier bien. De journaliste. Informé surtout, même si c'est avec une couleur, comme vous disiez tout à l'heure, Danick. En général, la définition même du journaliste, c'est d'être impartial dans la mesure où il s'adresse à une population de différentes sensibilités. Il n'empêche que dans un journal de presse écrite, justement, un journaliste va choisir, en principe, bon, chez nous c'est restreint, mais va choisir en principe son journal de presse écrite pour y écrire, selon sa sensibilité quand même, selon sa sensibilité. Parce que s'il la retrouve dans un journal de presse écrite, donc il peut au moins s'exprimer, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans un média audiovisuel qui est plus généraliste. France-Antilles en position de monopole, il faut le dire. Là, je ne suis pas du tout. Mais France-Antilles était totalement à droite avant. Il faut bien dire les choses. Quand c'était le groupe Persan au début, quand il y avait des élections, il y avait des grands titres. Mais qui a évolué, c'est vrai, qui est beaucoup plus impartial aujourd'hui, qui a une sensibilité quand même, qui essaie d'équilibrer les choses aujourd'hui. L'imprimerie du Conseil général, l'imprimerie officielle. Non, il faut le dire. Alors, donc, on ne va pas faire le procès de France-Antilles, c'est pas ça, mais on essaie de comprendre un peu l'arrivée de Tapie. Est-ce que ça va garantir davantage de liberté de la presse? Parce que Tapie, c'est quand même un patron qui intervient, interventionniste, il faut le savoir. Bon, il a sauvé plusieurs entreprises, Adidas, etc. La pile Vonder, mais enfin, il arrive ici. Tapie qui a quand même été, il faut le savoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, Pierre-Edouard,
Madame Taubira a fait campagne avec Tapi à l'époque. Oui. Ils sont même venus ici, je me souviens d'une conférence de presse, Madame Taubira était avec Tapi. Alors est-ce que ce Tapi-là aujourd'hui pourrait changer Fonsanti? Voilà, en fait c'est ça la question. En contrôlant Fonsanti, est-ce qu'il pourrait le changer? Ça dépend du niveau d'organisation aussi qu'il y a à l'intérieur de comment vont se comporter les journalistes et l'opinion publique, parce que je ne pense pas que nous soyons si passifs que ça. Hein. Tout le débat consiste à aller chercher de l'information, être le plus partial possible et à faire en fait le métier que vous faites en toute partialité. Je ne pense pas que... Impartialité. Pour moi. On préfère. C'est pas un lapsus révélateur, je vous promets. Mais je crois que la venue d'un seul homme ne peut faire bousculer des habitudes établies, ou en tout cas, si vous avez la philosophie ou bien une déontologie chevillée au corps. Ça dépendra aussi surtout des gens qui y travaillent et le fait que nous, Guadeloupéens, nous restions véatifs par rapport à... En tant que lecteur oui. Alors Pierre-Edouard, est-ce que le lecteur... Artiste que je suis... Vous avez une longue expérience de la presse écrite, berger de la presse audiovisuelle. Mais de la presse écrite aussi. J'ai commencé à France Antilles. Ah, ça je ne savais pas, je J'étais l'apprends. pigiste à France Antilles. À l'époque où France Antilles était de droite ou vous avez déjà quitté? Mais je ne faisais pas des articles politiques. Donc, oui, mais on fait quand même... Je faisais des articles, des faits de société, artistiques et cinéma. Donc, j'avais le choix de pouvoir l'être, puisque ce n'était pas ciblé politiquement. Alors, je repose la question, Pierre, est-ce que le lecteur influe ce genre? Je veux dire que le courrier de Guadeloupe que vous venez de créer, ou jadis cette marque où vous étiez, ou encore Nouvelle Semaine, est-ce que vous avez senti un feedback? Quelquefois, quand vous écriviez ou quand vous écrivez, est-ce que vous sentez que le lecteur par le courrier ou par... On est dans la presse de proximité, quand on arrive là, on va dire « Ah, c'est Pierre, il doit écrire tel butin ». Encore que je me souvienne d'une chanson de Tania Saint-Val où vous étiez ciblé quelque part. Enfin bon, bonne histoire. On s'est réconcilié. C'est Pierrot. On s'est réconcilié depuis. Je trouve que c'est sa plus jolie chanson, c'est celle que je préfère. D'accord. C'est normal, c'était pour moi. Bon. Non, mais c'est ce qu'on dit, mais enfin, je sais pas. Mais Bergette a dit quelque chose tout à l'heure. Je ne crois pas que le problème se pose de la sorte. Elle dit, bon, on choisit, si on est journaliste de gauche, le journal dans lequel on veut écrire, c'est économiquement... Mais je dis bien dans une mégapole ou dans une grande ville. Même dans une grande ville. Les réalités économiques ne sont pas... Non, nous avons combat ouvrier, nous avons... Quand même, il faut que ça réponde à une sensibilité politique. Non, c'est pas vrai. Tu vas écrire dans combat ouvrier, mais moi, j'ai les moyens, tu n'adhères pas aux moyens de... Non, c'est pas vrai. Non. J'ai peut-être les moyens de ma liberté, mais tout le monde n'a pas les moyens de sa liberté, encore moins ici en Guadeloupe où les médias ne font pas les jours. Vous croyez que quelqu'un qui est de gauche, je ne sais pas moi... Qui se sent à l'aise dans un journal, pourquoi ne va-t-il pas dire... C'est un problème économique. Non, mais il y a la clause de conscience quand même. Mais bien sûr. Même s'il y a la clause... Vous croyez que tous les journalistes qui travaillent au Figaro sont de droite? Ou que tous les jours... Mais ça dépend des articles. Non, encore une fois. Mais non, je n'ai pas dit ça. La réalité économique, c'est que quelqu'un cherche à travailler. Non, mais ça dépend des articles que tu traites aussi. Travaille dans le journal. Tu ne vas pas demander... Pierre-Edouard, vous pourriez travailler dans l'hebdo de Le Pen? Certainement pas. Mais moi, j'ai les moyens de ma liberté. D'accord. Tout le monde n'a pas ça. N'a pas les moyens de sa liberté. Même en n'ayant pas les moyens de la liberté, je ne crois pas que la clause de conscience, effectivement, est suffisamment importante pour que beaucoup de journalistes ne veuillent pas travailler dans l'organe de presse de Le Pen. Des Nouvelles Étincelles, je dis, l'organe du PC. Et vous n'êtes pas communiste? Je ne suis pas devenu communiste pour autant. Je respectais leur ligne éditoriale, mais je n'étais pas communiste. Oui, mais je veux dire, il y a une limite. Il y a une limite dans tes choix. Tes choix ne vont pas s'étendre à vitam dans tous les organes. Tu l'as dit toi-même, vas-tu travailler dans un journal qui est dirigé par toi? Non, c'est... Alors voilà, donc voilà. Donc il y a une limite, il y a une limite quand même. Moi, je connais des journalistes de gauche qui travaillent au Figaro. Moi aussi. La majorité des journalistes effectivement, parce que tous les articles ne sont pas des articles. Mais tous les articles ne sont pas des articles politiques dans les journaux. Oui, la grosse majorité, oui. Près de 80% des journalistes français, tous médias confondus, sont d'une sensibilité de gauche. D'ailleurs, ça a été dit et redit pendant la dernière campagne. Je ne connais pas beaucoup de journalistes français qui ne soient pas libéraux dans la conception économique.
des sociodémocrates libéraux. J'en connais pas beaucoup. Alors, droite, gauche, après c'est une question de dosage. Hein. Et on voit non, je ne suis pas aussi restrictive restrictive que tu le dis. Hein. Comme je te répète, je ne suis pas aussi restrictive. Je dis bien, quand il s'agit d'articles politiques, effectivement, tu choisis un organe de presse qui va plus correspondre. Mais tu ne peux pas toujours choisir. Mais il n'y a pas le choix. Mais je te répète que dans tous les journaux, il n'y a pas qu'une rubrique politique. Il y a divers économique, c'est que articles. tu n'as Tu peux pas écrire le dans choix d'autres souvent. articles. Tu peux pas Moi, choisir. les amis que j'ai au Figaro, ils n'écrivent pas des même en textes France, politiques. Vous avez travaillé à France Antilles? Jamais. C'est un choix idéologique ou un choix économique? C'est un choix personnel. Un choix personnel. Il n'est pas idéologique. Moi, de toute façon, je n'ai jamais été sollicité déjà, il faut être honnête, par France Antilles, mais en plus... Et quand vous avez travaillé à RFO, est-ce que vous vous êtes mis dans le rail RFO de l'époque? Je travaillais à RFO, j'avais 17 ans. Oui, quand j'ai travaillé à RFO. Très ancien. Très ancien, j'étais très jeune et j'ai travaillé 1 an en me disant une chose, il faut que j'aille faire les études supérieures parce que je ne suis pas à ma place. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez poussé à l'étude. Oui. Voilà. Alors, moi, je me demande quand même cette histoire d'autonomie, de conscience, de libre. Vous pourrez avoir les journalistes de Guadeloupe. Est-ce que ils pouvaient l'utiliser pleinement, ou est-ce que le confinement, notre insularité faisait en sorte la proximité des réseaux, les incidences que tel ou tel écrit pouvait avoir sur nos politiques locaux, et sachant leur capacité d'ouverture, de porte et de fermeture, aussi de nuisance. Est-ce que le journaliste, lui, pouvait être totalement libre? C'est ça. Bonne question. Moi, je dirais que... Est-ce que le journaliste guadeloupéen est libre? Ça veut dire qui contrôle les médias? C'est ça un petit peu le thème du débat. Mais derrière, est-ce que le journaliste guadeloupéen peut exercer sa liberté éditoriale en Guadeloupe, dans les médias guadeloupéens tels qu'ils sont aujourd'hui, de France Antilles à Courrier de la Guadeloupe ou à Nouvelles Semaines, Nouvelles Étincelles, etc. Ou même la presse audiovisuelle? Je verrais ça de manière plus large, si tu veux, parce qu'il y a une histoire de la presse. Oui. Au début, la presse française était comment dire, inféodée au pouvoir quand même. Hein, et le téléphone en Guadeloupe, on avait le téléphone du préfet sur le bureau du rédacteur en chef. Moi, mon premier rédacteur en chef m'a dit, tu verras cette sonnerie-là. C'est le préfet. Ouais. Voilà, ça faisait pas de la mythologie, tout ça. Non, c'est pas de la mythologie. Non. Donc on a bien évolué. La France a bien évolué dans son approche médiatique. C'est vrai qu'il y avait un ministre de l'Information français à l'époque, comment ça fait? Oui. Je crois qu'il y a des coups de fil qui sont amicaux donnés par des chefs d'exécutif aussi. Ici, il y a quelques responsables des rédactions, des diocab. Ça ne se dit pas, je sais que c'est pas correct, mais ça se fait, je le sais. Ça a moins d'importance aujourd'hui, Berger? Ah oui. Oui. Je veux dire, quand on fait depuis là, Nicolas ou bien Dumurier appelait, ça n'avait pas de résonance. Nicolas, Olivier Nicolas, oui. Est-ce que Dumurier a été invité une fois ici, on lui a posé la question en direct? En tout cas, moi, jamais. Pourtant, je suis spécialisée en politique et en économie, non. Non. Il n'y a jamais eu d'oppression? Non, vraiment. Sincèrement, non. Moi, même économique quand même. Non, mais bon, je ne vais pas tout ramener à cela, mais je crois qu'il faut d'abord se demander qui on est. Oui. Je ne sais pas. Moi, il est arrivé qu'on m'appelle, je ne veux pas le cacher, Madame Chevry. Ah, quand même. À l'époque de sa splendeur. À l'époque de sa splendeur. Oui. Et parce que tout simplement, j'avais fait un éditorial où j'avais dit qu'elle avait manqué un petit peu de politesse, de savoir-vivre. Ah oui, je crois qu'elle rendait un prix sur un tour de la Guadeloupe. Un Colombien avait gagné le tour. Et je l'avais trouvé, disons, pas très correct. Et je l'avais dit. Et elle m'a appelé au téléphone. Je lui ai dit, écoutez, il m'a dit, ouais, bon, ou t'es dit, parce qu'elle parle créole aussi, c'est une façon d'approcher les choses. T'es dit qu'en chauvin, on dit, c'est ça où t'es vlé, on dit. On n'a pas ça à penser. Ou t'es mal élevé. Et voilà, et puis c'est tout. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une pression?
Les pressions les plus difficiles sont les pressions amicales. Oui, je tape sur le dos. Oh, je vous jure que c'est toujours vrai, les meilleurs amis qui vous appellent. La bise. Mission femme. Comment vas-tu? C'est peut-être celle-là, c'est peut-être celle-là qui sont, de mon point de vue, les plus difficiles à gérer et à écarter. Je vais juste déborder un tout petit peu avant de passer à la revue de presse avec Ozan Monza, puisqu'il a fait son dernier album s'appelle Résistance. Et nous avons voici c'est bien ça là, Nation, qui sont un morceau qui a dit, en gros, nous sommes nation sans État. Alors, est-ce que... Ça existe, ça existe. Hein? Bah oui, bien sûr. Oui, mais non, juridiquement, c'est vrai. Parce que... Est-ce que la question, là, est-ce qu'on si on sent comme ça, là, on va chanter devant des politiques, ou bien on a senti quand même que ça a généré un petit bon chanson comme ça? Est-ce que c'est politique? Parce que le premier monde qui est concerné là, c'est nous-mêmes Guadeloupéens. Parce que la question là, ce n'est pas tellement sans État, comme Pierre-Edouard Vicor a dit. A dit, et l'Espagne a dans belle babla, les Catalans. Voilà un État-nation qui n'est plus une nation à des Basques, des mondes. Est-ce que... il y a un État sans nation. Il y a des États sans nation. Et la Belgique. Et le Vatican. Le Vatican aussi. Enfin, quand on est en diplomatie d'État. C'est un État dans l'État. Non, la Palestine, c'est le contraire. C'est une nation sans État. Une nation sans État. Non, mais moi, la question, c'était plutôt la question de l'état d'âme que l'on a assumé. C'est notre capacité à assumer nos contradictions et à l'intégrer dans notre représentation que l'on se fait en tant que communauté de destin. Ouais. Donc, communauté qui aurait vocation à être une nation à part entière et qui s'y refuse parce que, bon... consciemment non, parce qu'on est dans l'écartèlement, le faux fuyant. Oui, c'est historique, à coup sûr. Ouais. Mais cet écartèlement perpétuel, cette façon de toujours biaiser et de ne pas regarder les choses en face, pose aussi, d'ailleurs, on parlait de la liberté d'expression aussi. Moi, en démocratie, c'est par là qu'a fait Henri, je dis ça aussi là-dedans. Oui. C'est aussi notre capacité à accepter le débat contradictoire. Est-ce que l'artiste subit quand même quelques petites pressions, même amicales? Toujours. Toujours? Toujours. C'est pas la peine de se voiler, mais moi, on va pas combiner pour moi. À part monsieur Monzaï, et de moi faire études, à part des voix pour mon rien ici. Et j'ai la légitimité, je suis fonctionnaire, je disais. Ouais. Et j'ai cette légitimité d'avoir passé des concours. Il y a des gens qui sont passés par la petite porte parce qu'ils ont connu un tel, on a mis une catégorie ici, on fait monter. On passait tout le concours à Paris en plus. Hein. Je suis venu avec. Hein. Donc, partant de là, bon, on a beau dire après que tous nos fonctionnaires sont révolutionnaires, mais c'est vrai que je ne suis pas inférieur, en tout cas, à un tutorat économique ou une précarité telle qui ferait qu'aujourd'hui, et même si je ne l'avais pas, le Ozan Monza que je suis là, en tout cas, est debout derrière ces paroles et j'ai peur de rien. Alors, il a les moyens de sa liberté. Oui, il s'est donné les moyens de sa liberté artistique. Alors, juste un petit mot. Intellectuel aussi. Vous avez produit une thèse remarquable, puisque j'ai eu l'occasion de la voir. Alors, qui t'a inquiété par le document là, ça il faut, c'est la géopolitique de la Caraïbe, c'est bien ça. C'est la géopolitique de la Caraïbe, mais la géopolitique de la Guadeloupe. La géopolitique interne, c'est une réflexion vraiment sur faire un panorama des enjeux qui concernent la Guadeloupe, des stratégies, des rivalités, et mettre en perspective aussi le pays dans la Caraïbe, mais aussi dans nos relations avec l'Europe. Je crois qu'il faut un moment poser tout ça. Et malheureusement, le travail brut est là, la matière est là, elle est trop dense. Il y a près de 2000 pages que je dois. Je suis en train de retravailler pour en réduire à 200 pages. Hein, donc c'est de l'autocensure, je crois que c'est ce que vous pouvez parler de l'opinion. La pire des censures. La pire des censures. Ce travail sortira, rassurez-moi. Mais comme je vais suivre le conseiller de Mokopé qui m'a proposé de m'exiler pendant 2-3 mois à la Désirade, où je n'ai jamais été d'ailleurs, je vais partir vendredi. Sorti en livre. Donc, non, promis, juré, je vais faire ça. Faya, enfin, je ne vais pas faire de publicité. On va revenir tout à l'heure. Alors, c'est l'heure, puisqu'on parle de la presse, c'est l'heure de la revue de presse. Moment de la revue de presse. Bonsoir, Renélie. Bonsoir, Dénic. Alors, quoi de neuf dans la presse cette semaine, à part le courrier de la Guadeloupe? De Guadeloupe. La seule chose nouvelle. Oui. Alors, on ouvre le bal avec des violons grinçants sur fond de chiffres. Donc, des chiffres sur le site Bondamanjac, ceux d'une étude de l'Agence française de développement. Je cite, « L'outre-mer a un retard d'environ 20 ans par rapport à la métropole en ce qui concerne l'éducation, la santé et les revenus.
Ainsi, la Guadeloupe et la Martinique sont ce qu'était l'Hexagone il y a 12 ans. Un exemple, en Guyane, les gens aisés ont un indice équivalent à l'Europe et d'autres qui se rapprochent du Guyana voisin. À méditer. Alors, des chiffres, toujours des chiffres? Oui, des chiffres qui font mal. À la une du Nouvel Obs, dossier, le viol, elle se manifeste. 313 femmes signent un manifeste où elles déclarent avoir été violées. Poids des témoignages, froideur des chiffres, c'est le choix de l'hebdomadaire. 75 000 femmes victimes, autant d'enfants, 80% des viols commis par un proche des victimes, un viol toutes les 8 minutes en France. Sur la problématique terriblement d'actualité en Guadeloupe des violences faites aux femmes, signalons la pétition contre le féminicide en Guadeloupe du collectif des femmes contre le féminicide guadeloupéen, qui demande aux ministres Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem de déclarer sans délai la Guadeloupe en situation d'urgence vis-à-vis de la sécurité des femmes. Je vais juste vous arrêter une seconde pour poser la question à Béatrice. Comment vous réagissez par rapport à cette pétition féminicide? Ah ben, je suis pour. Hein. Oui. Évidemment, je trouve que c'est aberrant. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, pourquoi souvent on isole un fait, mais il y a une raison qui explique ce fait. Si cette société se trouve dans cet état, il y a une raison. Il y a des choses qu'on approuve dans cette société qu'on ne devrait plus approuver, qu'on devrait dénoncer. Et il y a d'autres comportements qu'on doit conforter et qu'on ne conforte pas suffisamment pour essayer d'équilibrer, d'avoir une autre façon de vivre et une autre façon d'aborder la femme. Et, vous signerez la pétition. 295 signataires à ce jour. Déjà, 295. Alors, encore des chiffres, mais cette fois-ci en France. Oui, des chiffres, une addition, 1 plus 1 égale 3. Donc 3, car après la rediffusion en boucle de la telenovela parisienne « 2 hommes pour un parti », eh bien, nouvel épisode de la saga UMP, le 3e homme qui murmurait à l'oreille du scrutin. Voilà. Et oui, le grand gagnant de la guerre fratricide, Copé-Fillon, n'est pas la gauche, mais bien le président sortant. Toujours pas de successeur. Oui, plutôt sorti. Oui. Toujours pas de successeur. Sarkozy ravi, écrit Carole Barjon du Nouvel Obs. Si Patrick Balkany a osé lundi un Habemus Papam libérateur, suite à la décision de la CONAR, commission des recours, ça ne s'invente pas, l'homme providentiel n'est pas celui que l'on croit. La confortable position du président sorti n'a échappé à personne, puisque même un quotidien espagnol, La Vanguardia, repris dans le Courrier international, titrait déjà la semaine dernière « Un boulevard pour Sarkozy ». Après l'arrivée messianique de Nicolas Sarkozy, une question, la guerre des Trois aura-t-elle lieu? La guerre est en couverture du courrier de la Guadeloupe, non? La guerre, Audrey Pulvar, elle la déclare en tout cas dans le dernier édito des Inrecuptibles, elle ne se prive pas. Copé rêve de la présidence du pays, au mieux il sera le Premier ministre de Marine Le Pen. Elle est de retour, champêtre et souriante, sur un air de « Promenons-nous dans les bois tant que les paparazzi n'y sont pas », en couverture du courrier de Guadeloupe, Danick. Qui titre « Audrey Pulvar, nouveau départ ou nouvelle sortie ». Nouvelle sortie, je dis. Et comme avant d'être une ex-femme de C'est avant tout une journaliste, elle parle de ses projets professionnels. Alors ceux qui, comme moi, se réjouissaient de son retour ne seront pas déçus, puisqu'on apprend que France Inter lui aurait proposé une chronique, un 22h minuit le samedi soir, que le concept lui plaît, mais qu'elle a des doutes sur l'horaire et le jour. Alors nous sommes très étonnés de cette hésitation. On ne pouvait pas imaginer mieux pour un retour, ou peut-être une chronique sur Arte à 3h du matin. Donc on espérons qu'elle sera plus chanceuse au prochain mercato de la presse. Oui, espérons pour elle aussi. Sans lourd, bon. Voilà, donc mercato, changement, rachat, le monde de la presse est en ébullition en Guadeloupe, suite aux rumeurs du rachat du groupe R100 Média. Sur le titre Actu de Guadeloupe Première, France Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, quel repreneur? Donc on peut lire, et vous en avez parlé, que Bernard Tapie propose une reprise générale du groupe pour la somme de 50 millions d'euros. Donc un gros chiffre, mais on peut s'imaginer qu'il s'agit d'un prix d'amis pour celui qui a la tête aujourd'hui d'une fortune importante, grâce notamment aux 285 millions d'euros qu'il avait obtenus suite à l'arbitrage de 2008 dans l'affaire Adidas. Donc les observateurs s'interrogent déjà sur l'impact de ce rachat sur la ligne éditoriale des quotidiens visés, quand on sait les rapports très cordiaux qu'entretiennent François Hollande et Bernard Tapie, qui avaient traité de cake le président
le candidat début 2012. Suite à cette métaphore pâtissière, on s'attend déjà à quelques beaux tacs entre l'ex-président de l'OM et le président français, Danick. Réponse le 8 décembre. On attendra. Oui. Merci donc, Nelly. Et puis, la semaine prochaine, on va vous retrouver dans cette revue de presse. Alors, puisqu'on parle de revue de presse, mais avant de poser la question à Pierre-Edouard Picot, je voulais juste, avec Rosa Monza, revenir sur un article paru dans la revue Hérodote. Hérodote, c'est une revue d'intello, il faut le dire. Hein. Bon, enfin, bon. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche, Pierre-Edouard Picot. Je constate. Bon, géopolitique de la crise guadeloupéenne, crise sociale ou post-coloniale, c'est un article sur LKP. Quelle était votre analyse à l'époque, Rosa? L'analyse, c'était qu'il y avait quand même la question d'une profitation qui était posée, mais qui perdurait à travers les âges, qui avait une origine historique. Et ça a été une réaction qui a déclenché, j'allais dire, une prise de conscience collective de l'ensemble de la société guadeloupéenne, mais qui n'a pas abouti vers, en tout cas, le rêve qu'il caressait, à savoir recréer, de donner une nouvelle fondation à cette Guadeloupe. C'est pas pour vous, LKP a échoué dans son projet. En termes de prise de conscience de la population, oui, mais après, la traduction politique que devait avoir, l'ambition en tout cas, qui pouvait y avoir, la traduction politique qui pouvait avoir de ce mouvement, on reste un peu sur nos fins, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de frilosité, et puis les gens se sont repliés. Ce qui était assez étonnant, c'est de voir après les élections qui ont suivi et le raz-de-marée qu'a pu avoir celui qui était stigmatisé. Mais est-ce que c'était à lui de créer, d'avoir une traduction politique? Parce que c'était d'abord en tant que syndicaliste et meneur d'hommes. Les questions n'étaient pas d'ordre syndical, c'était une question sociétale, donc de politique. Tu dis toi-même qu'il a quand même réveillé une certaine conscience guadeloupéenne. Mais si le relais n'était pas pris au niveau politique, ce n'était pas forcément à lui de le faire. Il devait être entouré, avoir un certain nombre de personnes qui aient de l'enthousiasme pour porter cela de manière politique. Ce qui n'a pas été le cas. En tout cas, dans les représentations des communautés, de la population à l'époque, je crois que le mouvement et son leader étaient perçus comme étant quelqu'un qui pouvait changer les choses. Hein. Était perçu et peut-être qu'on lui aurait donné les moyens s'il avait affiché peut-être une volonté de s'impliquer politiquement dans les affaires. Je crois qu'il y a eu un moment historique par idéologie aussi, mais par stratégie consciente ou inconsciente. Il y a quelque chose qu'ils sont passés à côté. Mais ça ne veut pas dire que le mouvement soit le soubassement, hein, toutes les problématiques qui ont été posées demeurent quand même d'actualité et qu'il faudrait peut-être qu'une nouvelle génération reprenne le flambeau. Hein. Justement, pour vous, LKP, c'est fini. Enfin, quand je dis c'est fini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas eu de suite, en tout cas sous la forme là, il va falloir repenser et revoir, d'autant plus que le gouvernement, les enjeux ont changé depuis Paris. Il va falloir apporter d'autres problématiques qui puissent créer une sorte de fédération autour, en tout cas susciter l'enthousiasme qu'on a eu en 2009. Et là, il y a des chantiers énormes. Hein. La question de l'accroissement du taux de chômage, de notre statut, du devenir de notre statut dans l'appartenance française et européenne, de notre rôle que l'on doit jouer dans la Caraïbe, le rôle géopolitique que l'on doit jouer. Il y a encore des questions qui restent encore, qui méritent en tout cas... Moi, je voudrais qu'on distingue deux choses. Révolution, qui est un tout complet sur soi-même. Qui n'est pas un dîner de gala, dis-moi. Voilà. Mais, et révolte. Il me semble que le LKP s'arrêtait à la révolte. Un peu plus que la jacquerie. S'arrêtait à la révolte. Et sur certaines analyses, n'est pas allé en profondeur sur ne serait-ce que... Bon,
moi j'ai entendu des analyses économiques qui étaient quand même aberrantes. Hein. Moi j'ai entendu un économiste éminent, universitaire, dire un jour à la radio, quand nous étions dans une économie de plantation. C'est complètement... On n'est pas d'accord. Non, c'est complètement faux. Nous sommes dans une économie d'import-export. Une économie de plantation, c'est une économie qui se suffit à elle-même, qui est en vase clos, etc. C'est complètement aberrant. Bon, l'analyse n'était pas toujours très très juste. Et on est resté au stade de la révolte. Moi, c'est la première analyse que je veux. Ensuite, je veux dire, on parle de politique. Bon, c'est vrai qu'il y avait un charisme pour ne pas le nommer, de Domota, effectivement, mais il y avait autour de lui aussi un aéropage de gens qui voulaient tirer à eux la couverture. Et je pense qu'il, dans sa grande sagesse, autant qu'il puisse l'être, il a dû se dire, bon, on va m'écarteler. Et pour lui, la solution la plus simple, c'était de dire, moi, je continue sur l'aspect social, syndicalo-social, et je me refuse à toute politique. Alors, donc, c'est ça l'analyse. Le reproche qui est fait aujourd'hui, 3 ans après à Domota, c'est qu'il n'a pas joué un rôle politique aux élections régionales qui ont suivi LKP. Alors, fallait-il qu'il... Prendre parti. Oui. Alors, est-ce qu'il fallait qu'il fasse un rôle ou pas? Il dit qu'il ne voulait pas entrer dans le jeu politicien traditionnel. Et résultat des couches, comme le disait tout à l'heure Moussa, Lurel a même félicité Domota au lendemain au soir de cette élection. Il dit « Merci Domota, vous faites vraiment gagner ». Est-ce que Domota, se présentant aux élections régionales, aurait pu... continuer à mobiliser des gens et gagner quelques suffrages. C'est de la politique fiction. Fiction, oui, c'est de la fiction. Et je crois qu'il a été conscient de cela. Oui. Parce que plaisir et... Oui, mais le premier soir... se sont ramassés. Oui, mais voilà. Danick, le premier soir... J'avais pas le charisme de Domota. Non, mais j'étais au World Trade Center. Et je voyais un Lurel complètement abattu, qui n'a pas ouvert la bouche une seule fois. Faisait la grève du silence. Non, mais je ne sais même pas. Mais il faut dire que c'est quelqu'un qui a du flair, très certainement. Oui. Et le lendemain, il a piégé Domota. Il a dit, bon voilà, nous on a travaillé toute la nuit et nous avons des choses à proposer. Nous avons des choses à proposer, des choses qui relèvent de l'aspect social, syndicaliste. Nous avons le conseil général et le conseil régional, nous allons mettre temps pour avoir les 200 €, etc., etc. Si c'est ça, je suis d'accord, je conçois, j'admets, bon. Maintenant, si c'est pour nous changer de statut, à part là, ça qu'a fait, ça dans les urnes. Et qu'est-ce qu'il a répondu de Mota? Il a dit, Monsieur Lurel, vous mettez à terre, il y a tout. Moi, on part dans ça. Pourquoi il dit ça? Parce que au moment où il aurait dit, c'est ça même en vrai, il n'y aurait peut-être pas eu du monde derrière lui le lendemain à défiler. Non, parce que l'LKP n'était pas un consensus politique, c'est évident. Voilà. C'est pas Congo. Ouais, exactement. Alors, tout à l'heure, on vient avec vous, mais je vais quand même revenir sur l'invitation de Pierre-Edouard Picard, parce qu'on vient là, parce qu'il faut parler des journaux là. Fatima un peu, n'est-ce pas? Alors, le courrier de Guadeloupe, Kassaye, son hebdo, format tabloïd. Pierre-Edouard qui a été pendant longtemps rédacteur en chef de cette mag, puis de Nouvelles Semaines, puis subitement le trouve courrier de Guadeloupe. Nouvelles Semaines, j'étais directeur de publication. Directeur de publication. Et éditorialiste. Oui, et courrier de Guadeloupe. C'est une suite logique ou bien c'est une rupture? En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est une volonté d'être toujours moi-même. Oui. Et disons de ne rien céder à la liberté d'être, d'entreprendre et d'exercer mon métier de journaliste. Oui. Ça veut dire qu'on peut encore créer des journaux en Guadeloupe? Moi, je voudrais qu'il y ait plein de journaux en Guadeloupe. Plein de journaux en Guadeloupe. Parce que je disais tout à l'heure, Pania, ce journal, le nombre réduit de journaux fait que la liberté journalistique éditoriale est aussi restreinte que le nombre de journaux. C'est bien ce que j'ai compris. Oui et non, c'est-à-dire, non, moi je pense qu'il y a suffisamment de journaux. Hein. Sur le quotidien, ça suffit? Non, mais nous sommes combien?
en Guadeloupe. À Barbade, on est moins, ils sont Non. moins nombreux À que La nous. Réunion, ils ont Non, trois, mais ils ont trois nous quotidiens. avons des Ils ont tas. un million. Non, c'est-à-dire que le souci, c'est que les autres journaux de presse écrite, on n'en parle pas tellement. On ne les voit pas tellement. Ça reste presque confidentiel. Ça fait des petits tirages. Alors souvent, on accuse les médias audiovisuels. Mais non, mais attends, mais quand tu vas dans un kiosque, dans une librairie de la presse ou autre, tu as quand même pas mal de journaux de la Guadeloupe. Oui et non. Il y a beaucoup de gratuits surtout. Ouais, bon, Bergette, là encore une fois, je vais Tu m'opposer. n'es pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense, non. Il y a l'Étincelle, il y a Combat Il y a une ouvrier, époque. il y a Nouvelle Semaine, le Courrier de Guadeloupe, il y a quoi encore? Patriote. France Antilles, Ouais. Patriote. Il y a à peu Il Il y près avait une le mot dizaine. phrasé, il disparaît Oui, malheureusement. Bon, Voilà, d'accord. moi, c'est un journal qui me manque beaucoup. Oh, c'est- Pas le seul. Vous avez devant vous son créateur. Ah, En plus, merci, oui. alors. Bon, je pense qu'il n'y aura jamais trop de journaux. Il faut pas. C'est un signe de bonne santé démocratique qu'il y ait des journaux. Il y en aura. Alors, c'est vrai. Oui, mais il y a aussi c'est vrai. l'aspect économique. Il faut Ah que les ben, gens achètent les journaux. Mais je ne comprends pas. Il faut que les gens Bergette, achètent. mais Non, Bergette, mais tout à il l'heure, faut- tu il m'as faut- dit il faut que on les gens peut achètent des choisir. journaux. Il Oui, faut non, mais beaucoup non, de journaux non, pour qu'on puisse choisir. je parle de la population. Je parle de la population. Cette population, nous raisonnons comme si la population de Guadeloupe n'évolue pas avec son monde. Maintenant, on est dans un monde de plus en plus Internet, ordinateur, iPhone et autres, Oui. et beaucoup moins presse écrite. Il faut être réaliste. Donc, s'il y a trop de journaux de presse écrite, ben, ça fera moins de ventes pour les journaux en question. Ben, il devrait y avoir, Et il devrait y voilà. avoir aussi moins de télévision, moins de radio. Mais je ne m'oppose pas à toi, on je n'est suis pas dans désolé. une guerre là. Non, mais non, moi non. Mais non, je dis simplement, si tu veux que ton canard marche et qu'il soit acheté, il faut quand même pas qu'il y ait trop de concurrence. Mais je ne peux pas empêcher. Pas trop de je ne peux- concurrence. mais non, vous savez, les gens qui sont. Les bons produits, C'est ça que j'allais dire. les bons produits Oui, vive. vivent Ils de se toute développent, façon ils se et se développent. développent. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voulez aller au cinéma à Paris, vous allez où? Dans une rue où il y a plein de cinémas. D'accord? Et vous n'allez pas dans un petit quartier où il y a un seul cinéma parce que vous n'aurez pas le choix. Et pourtant, tous les cinémas qui sont les uns à côté des autres fonctionnent. Moi, je pense, et d'ailleurs, je trouve que c'est quand même, mais ça c'est une mentalité d'Ilien aussi, et de coloniser. Je trouve qu'on nous bassine avec une idéologie, une théorie d'économie libérale, mais je n'ai jamais vu une économie aussi organisée pour des monopoles. C'est extraordinaire. Moi, je pense que la concurrence est bonne et saine aussi. Moi, je ne vais jamais empêcher quiconque de créer un autre journal. Les meilleurs survivront. On ne te dit pas le contraire, on dit simplement qu'au niveau de la vente, forcément, plus il y a de la compétition, plus il y a de la Alors moi, concurrence. je m'inscris en sais faux pas. parce que semble-t-il, et toutes les études l'ont prouvé, plus il y a de journaux, plus il y a les gens achètent. plus les gens Absolument. achètent. Parce que quand il y a un seul journal dans un kiosque, bon, pareil. On a pas Non, le mais il n'y a choix. pas qu'un seul journal. Oui, mais je veux dire, en non, je veux l'occurrence, dire. Non, nous mais n'en sommes pas là. tout de même. la presse entraîne la presse. Il y a c'est quand vrai. même une certaine vitalité. Oui, il y a parce une que vitalité. Il y a une vitalité. La preuve, c'est la sortie de ce journal. Mais il y oui, a la une sortie du vitalité. Courrier Guadeloupe, Il y a une vitalité, tout de même. c'était pas prévu. C'était pas prévu. Avant la fin de l'année, bim, il partit. Voilà. Bon, numéro 1 avec Toribio, la fameuse lettre. Numéro 3, alors c'est demain. C'est demain. C'est demain, Ah, alors. ben, On peut savoir un petit peu la une de la semaine prochaine. Alors, ce sera, la une, ce sera la drogue, avec l'arrestation du gang des Bokites, j'ai appelé ça le gang des Bokites, des vendeurs de Bokites et le chef d'entreprise qui est mêlé à cette histoire. Alors, Du BTP, maintenant. du BTP, oui, Oui. je ne dirais pas plus. Connu. Connu, oui, connu. J'ai pas dit. Alors, je vais vous dire pourquoi. Oui. Je veux toujours expliquer quelque chose parce que moi, je n'ai pas mis son nom, que je connais, Oui. tout simplement parce que j'avais Il pas a téléphoné. Non, non, pas du tout. Parce que j'ai trouvé injuste de mettre son nom, juste parce que je connaissais et que je ne connais pas le nom des autres. Le présumé. Je ne vois pas Oui. pourquoi, parce qu'il est chef d'entreprise, je vais Mais il est coupable ou pas? Bah oui, bien sûr, écoutez, il est écroué. Il est alors, écroué, bon. bon. Non, je veux dire que si j'avais eu le nom de tous les vendeurs de Bokites, Absolument. j'aurais mis tout le monde. Mais comme je n'avais pas le nom de tous les vendeurs de Bokites, j'ai cherché, hein, je peux vous assurer que j'ai Alors, cherché. Pas trouvé. Si on sortit sur le nom demain, tu fais quoi?
Et puis bravo, France tous Antilles. Les vendeurs de bauxite ne sont pas impliqués dans une affaire. Donc mais bravo France Antilles. Moi, je suis pour la concurrence. Bravo France Antilles. Tu ne vas pas regretter? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est une question de déontologie. Je peux pas stigmatiser un seul individu sous prétexte, bon, c'est un chef d'entreprise, on va le fusiller. Non, je sais pas. Non. Alors, un journal comme le Courrier de Guadeloupe, avant de passer au clip de Rosan, de petits mots, quelle va être sa ligne éditoriale globalement? Je voulais juste un dernier mot sur la drogue. Non, sur la drogue. C'est l'illustration d'un mouvement qu'on observe depuis une vingtaine d'années. D'abord, on a une plaque tournante de la drogue, mais pire que cela, ça a commencé d'ailleurs par la Martinique, de plus en plus de gens, bien sous tout rapport, a priori... C'est pas nouveau ça, Pierre. A priori, non, mais la tendance, la pente est de plus en plus forte. Si vous voulez, avant... disons, la petite bourgeoisie consommait. Oui, c'était un peu confidentiel. Mais ce n'étaient pas des trafiquants. Aujourd'hui, de plus en plus de gens qui sont bien installés dans la société, pour eux, c'est un secteur économique. Et ils s'y adonnent. Et on en trouve de plus en plus. Particulièrement en Martinique et en Guadeloupe, ça commence à être... Alors, chose extraordinaire, c'est que 80% de la drogue qui arrive, la cocaïne en particulier, qui arrive en Guadeloupe, est transférée en France, en Europe. Il en reste à peu près 20% qui est transformé en crack et qui alors donc, si vous voulez, c'est plus des consommateurs, petits dealers et tout ça, c'est des organisateurs de trafic, c'est une stratégie économique. Je crois que alors, cette pression-là, il y aura un crescendo dans la mesure où la pression qui est exercée contre les narcotrafiquants sur l'Amérique du Nord, qui était leur terrain de prédilection, fait que naturellement, ils se basculent sur nos eaux et sur nos territoires qui sont avant tout des plaques avancées. Vous avez dû voir ça dans votre étude sur la géopolitique de la Caraïbe. Alors, je reviens à ma question, Pierre-Edouard, la ligne éditoriale du Courrier, globalement. La ligne éditoriale. Libérale, de droite, de gauche, de centre-droit. Libre. UPiste. Libre. Libre. Copéiste. Totalement libre. Totalement libre. Libre de toutes les pressions. Totalement. Moi, je suis oui. Oui. Non, on me dit qu'il faut aller vite parce qu'elle est là à passer, mais enfin, on ne va pas censurer Pierre-Edouard, on n'est pas RFO. Alors RFO non plus, on ne censure pas en plateau. Non. Et d'ailleurs, ce n'est plus RFO, c'est Guadeloupe Première. Et on ne censure pas en plateau, mais je vois que tu as un timing comme nous. On a un timing. Voilà. Donc, non, totalement libre, avec, disons, ma sensibilité. Moi, je ne crois pas du tout disons, à l'objectivité. Non, mais ça n'existe pas, on sait bien. Je réclame et je revendique l'honnêteté intellectuelle, tout simplement, mais j'ai ma sensibilité. Et d'ailleurs, je considère que ce n'est pas parce que je suis journaliste que je n'ai pas le droit de prendre parti. L'essentiel, c'est de ne pas être de parti pris. D'accord, merci d'avoir dit ça. On terminera avec ce petit clip reportage sur Rosa Monza. Rosa Monza, quelle va être l'actualité des jours qui viennent? Le repos, mais par contre, la sortie peut-être avant la fin de l'année du DVD du concert historique. Ah oui. Oui, il est historique. Merci. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, ils vont pouvoir en profiter peut-être d'ici la fin du mois de décembre. Ah ben, on va ajouter un petit coup d'œil sur ce petit reportage. Si la technique suit, parce qu'elle a fait mon lot reproche, oui, ça y est, c'est parti, on regarde. C'est un seul bruit qu'a couru, nous fiers et nous c'est mon ici, l'état nous c'est en nation, sans état en nation. Nous c'est en nation, sans état en nation. Rosa Monza, c'est un petit bout Guadeloupe. Natif natal, Baïf. Je suis quelque part un dépositaire testamentaire d'une tradition rurale de la culture guadeloupéenne, mais authentique.
force, c'est d'avoir été à la 3e génération d'une transmission de mémoire. Et la mémoire, c'est surtout ce qui se perd en Guadeloupe quand nos vieux sont partis. Ma transmission, elle a été directe. Elle est sortie de quelqu'un, de maître quart, de vieux nègre, de major d'habitation qui s'appelle Viville Diouville-Monza et qui me l'a transmis en direct, tout couché sur son lit parce qu'il était tétraplégique. Et il m'a expliqué comment on faisait. Depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, il y a des sons, des sonorités. Il y a des images de l'habitation qui me reviennent. Je suis en train de vomir ça pour vous, c'est tout. Hein? Oui, voilà donc extrait de ce reportage sur Rouzan Monza, Sabla Ossoti. Berger Thomas Passou qui était quand même sans vous poser quelques petites questions sur, non pas sur votre actualité, parce que j'espère que vous n'êtes pas en train de préparer un bouquin sur la presse, non? Pas encore? Non, je ne prépare pas de bouquin sur la presse, mais nous restons sur le thème de cette émission, c'était le pouvoir des médias. Oui. On peut dire que pour ce qui concerne, enfin, du moins en tant qu'observatrice de la vie des Guadeloupéens, on peut dire... Oui, surtout les Guadeloupéens ont plus de choix aujourd'hui. Il y a une multiplicité d'informations. Quand on traite, par exemple, ce soir, on a ce plateau, ça ne veut pas dire que tout le monde regarde cette émission. Parce qu'ils ont... Non, parce que tout le monde a le choix. Il y a au moins 125 chaînes. Il y a l'information internationale, il y a l'information nationale et il y a l'information régionale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette évolution et cette multiplicité d'informations nous rend plus exigeants, autant que les Guadeloupéens sont exigeants. Oui. Puisque même vous, à Canal 10, vous respectez la déontologie. Pourquoi même nous? Vous respectez aussi la déontologie. Oui, on respecte partout. Et je vous donne un exemple simple. Il y a 30 ans, on parlait de France Menti. Aujourd'hui, c'est un terme qui est un petit peu dépassé. Il y aura déjà toujours France Menti. Non, mais ils viennent dire que c'était la raison de la bergette à berger. Bon, mesdames, messieurs, l'émission se termine sur un éclat de rire de Rouzan Monza. Alors, si on peut acheter Rouzan, et puis le courrier de Guadeloupe, c'est pas de la Guadeloupe, de Pierre-Edouard Picot qui est sorti. Et puis, Berger, et Guadeloupe Première aussi, à regarder. On la retrouve chaque semaine dans ses chroniques économiques ou politiques d'analyse. On ne me voit pas. On ne me voit plus, ce n'est pas mon choix. C'est pas ton choix. Mais on t'entend quand même. On t'entend. En toute façon, tu es toujours présente et merci d'être venue, en tout cas, animer ce débat. Position d'une femme journaliste, c'est pas toujours évident. Merci Pierre-Edouard Picot, qu'on va retrouver bientôt. Un peu radis pour Guimité, mais on va retrouver bientôt ici. Et aux gens, l'actualité continue. Merci pour ça qu'on va faire pour Pep Guadeloupe en musique là. Et puis aussi au niveau de la géopolitique. Merci aux journalistes parce qu'on a besoin pour que cette démocratie guadeloupéenne avance. Tout à fait. Ce sont les gardiens du vrai temple de Guadeloupe. D'ailleurs, plus on sera. Oui, mieux on se portera et la démocratie sera meilleure. Merci en tout cas, chers téléspectateurs. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain. C'est dans la presse. Merci à la petite équipe qui est derrière, qui prépare, les petites mains comme on dit. Et puis, salut, à mercredi prochain.